L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international, le cas du Sahara occidental ». Ce débat a été demandé par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. À la demande de ce dernier, il se tient en salle Lamartine afin que des personnalités extérieures puissent être interrogées. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en 2 parties. Nous commencerons par une table ronde en présence de personnalités invitées d'une durée d'1 heure, puis nous procéderons, après avoir entendu une intervention liminaire du gouvernement, à une nouvelle séquence de questions-réponses d'une durée d'1 heure également. La durée des questions et des réponses sera limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. Pour la première phase du débat, je souhaite la bienvenue à Monsieur Oubi Bouchraya Bachir, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne, Maître Gilles Devers, qui va nous rejoindre dans quelques instants, avocat au barreau de Lyon, et Madame Claude Mangin, épouse de Nama Asfari, militant sahraoui détenu au Maroc. Je vais donner maintenant la parole à chacun de nos invités pour une intervention d'environ 5 minutes chacun. La parole est à Monsieur Oubi Bouchraya Bachir. Je vous en prie. Bonjour, Madame la Présidente. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à l'égard du groupe de la gauche démocratique républicaine et en particulier au député Jean-Paul Lecoq pour cette initiative. Étant donné le peu de temps dont nous disposons, je vais devoir limiter mon intervention au point suivant. Depuis le 13 novembre 2020, la guerre est malheureusement reprise au Sahara occidental et le cessez-le-feu s'est effondré après 30 ans d'attente, nous ramenant à la case départ avec des répercussions préoccupantes qui se profilent déjà à l'horizon, menaçant la sécurité et la stabilité dans la région. À qui incombe la responsabilité d'une telle situation? La France est-elle impliquée dans la mesure où le débat aujourd'hui porte sur son respect du droit international? En effet, la France, non seulement elle a failli à ses obligations en matière de droit international, mais elle a aussi clairement soutenu et encouragé le Maroc à se rebeller contre la légalité internationale. À l'intérieur comme à l'extérieur du Conseil de sécurité, la France a soutenu le Maroc dans son rejet du référendum, a défendu la proposition unilatérale du Maroc relative à l'autonomie et a agi pour bloquer tout effort visant à permettre à la MINURSO de surveiller la situation des droits de l'homme. C'est encore la France, principalement la France, et peut-être même seulement la France, qui agit en leader au sein de l'Union européenne pour contourner les différentes décisions de la Cour de justice. Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire qu'au Sahara occidental, mais aussi dans la plupart des pays du voisinage immédiat, nous sommes plus que mécontents de cette immuable position de la France, favorisant le Maroc au détriment des intérêts des autres pays de la région. Ce copinage a mis le Maroc sur la voie de l'arrogance, le conduisant à être intransigeant, extrémiste, belliqueux, parvenant finalement à ramener le conflit aux affrontements militaires et peut-être qu'il rumine des plans à même de conduire toute la région vers une situation irréparable. La France est responsable de cette situation et l'instabilité ne prendra fin que si la France équilibre sa position. Qui est responsable de l'échec du processus de paix? Certainement pas le Front Polisario qui savait dès le départ que la paix avait un prix qu'il fallait payer. Nous avons réglé notre partie de la facture très généreusement avec parfois des risques importants. Cependant, l'autre partie n'avait pas l'intention d'avancer d'un iota. À titre d'exemple, nous avons accepté le plan Becker approuvé par le Conseil de sécurité en 2003, en vertu duquel le territoire devait bénéficier d'une autonomie interne pendant une période de 4 à 5 ans devant conduire un référendum d'autodétermination dans lequel, en plus des Sahraouis, un grand nombre de colons marocains pouvaient également voter. Là, le Maroc a rejeté le plan en bloc et en détail.
nous avons soumis en avril 2007 une offre en 7 points contenant des garanties pour le Maroc dans le cas où le référendum mènerait à l'indépendance du territoire. Nous y avons inclus même l'exploitation économique des richesses de façon conjointe. Encore une fois, le Maroc a rejeté l'offre en bloc et en détail. Madame la Présidente, nous nous demandons quel genre de concession voulait le Maroc pour s'engager dans le processus de paix. Qu'on lui donne la souveraineté sur le Sahara occidental. Nous ne disposons pas de ce droit pour le lui concéder, car il appartient au peuple sahraoui qui en est le détenteur exclusif. Concernant la soi-disant proposition marocaine de l'autonomie, elle n'est pas une solution de compromis, ni même une solution tout court. Ce n'est pas une solution car, en plus de son opposition frontale avec le droit international, elle est fondée sur le postulat que la souveraineté sur le Sahara occidental appartient au Maroc, ce qui est faux. Pour que le Maroc soit en droit d'octroyer ou non une autonomie au Sahara occidental, il doit d'abord en posséder la souveraineté. On ne peut pas la qualifier de solution de compromis non plus, car le fond, la base fondamentale, ce qui est véritablement en jeu au conflit, est de déterminer le statut final du Sahara occidental. En d'autres termes, déterminer qui possède la souveraineté sur le territoire. Cette proposition donne la souveraineté au Maroc au préalable de toute consultation authentique du peuple sahraoui. C'est donc une solution basée sur le concept de gagnant-perdant. Le gagnant dans ces cas serait le Maroc et le perdant, le Front Polisario et à travers lui le peuple sahraoui. La véritable solution de compromis est celle qui est conforme au droit d'abord et à la démocratie ensuite, à savoir la solution référendaire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci beaucoup, monsieur. La parole est à Madame Claude Mangin. Madame la Présidente, bonjour. Je suis Claude Mangin, citoyenne française et défenseur des droits humains. Je suis mariée depuis 18 ans avec Nama Asfari, militant pour le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, droit reconnu par l'ONU. Nama est en détention arbitraire au Maroc depuis plus de 11 ans. Il a été enlevé par les forces de sécurité marocaines le 7 novembre 2010 à El Ayoun. C'était la veille du démantèlement par les forces armées marocaines d'un campement de protestation pacifique qui a réuni durant un mois plus de 20 000 Sahraouis, hommes, femmes, enfants, rassemblés dans 8 000 tentes traditionnelles à Gdé-Mizik, 10 km de la capitale du Sahara occidental. Lors de ce démantèlement violent, il y aurait eu 11 agents tués. Nama, arrêté la veille, a pourtant été accusé de ces meurtres et transféré en prison à Rabat avec 24 autres camarades. Nama a été torturé. Il a été condamné à 30 ans de prison par le tribunal militaire de Rabat en 2013 sur la base d'aveux extorqués sous la torture et confirmés en appel en 2017 pour lui et ses compagnons arrêtés dans la même affaire. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité. Ces procès ont été entachés de nombreuses irrégularités relevées par les observateurs internationaux présents. Le 15 novembre 2016, le Comité contre la torture de l'ONU a condamné le Maroc pour fait de torture sur Nama Asfari. Dans sa décision, le comité demandait au Maroc de s'abstenir de toute représailles sur le plaignant et sa famille. Cette condamnation a redonné sa dignité à mon mari et à ses compagnons, mais les représailles à mon égard et à son égard n'ont pas cessé. C'est ainsi que de 2010 à 2016, j'ai pu me rendre régulièrement en visite dans sa prison au Maroc, mais à partir de cette condamnation, depuis 2016, j'ai été expulsée 5 fois sans aucune justification. La 2e et 3e expulsion m'ont empêchée d'être présente au procès en appel. Si j'ai pu revoir mon mari en janvier 2019, c'est parce que, pour alerter le gouvernement français sur mon droit de visite bafoué, j'ai observé en avril-mai 2018 une grève de la faim de 30 jours à la mairie d'Ivry, notre ville de résidence, dont Nama porte le titre de citoyen d'honneur. Cette unique visite en 5 ans a été obtenue après de très difficiles négociations entre la sous-direction Maghreb et l'ambassade du Maroc,
car on me reprochait mes prises de parole à l'automne 2018 sur les ondes en Allemagne et à Strasbourg dans une église. C'est ainsi que j'ai été empêchée de présenter la situation des prisonniers de Gdemizlik lors d'une soirée débat dans une église de Strasbourg par un commando de 5 personnes envoyé par le consulat marocain. Ce même consulat a même fait une démarche de protestation contre moi auprès de l'évêché. La visite qui a eu lieu il y a 3 ans déjà, sous l'égide du Conseil national des droits de l'homme, organe nommé par le roi, a été très éprouvante. Constamment surveillée par des dizaines d'hommes, j'ai été dénoncée aux autorités françaises car j'ai rencontré le coordonnateur sahraoui chargé des relations avec les familles sahraouies et un membre du bureau de l'Association marocaine des droits de l'homme. À cette occasion, un article diffamatoire est sorti sur le média en ligne 360.ma où je suis traitée de chrétienne, l'épouse de l'égorgeur sahraoui Namaz Fari. Ayant compris que la situation n'était pas normalisée, j'ai retenté une visite 6 mois plus tard, en juillet 2019, et j'ai été expulsée pour la 5e fois. J'ai contesté cette interdiction d'entrer sur le territoire auprès des tribunaux marocains. Ma requête a été rejetée au motif que je constitue un trouble à l'ordre public et un danger pour la sécurité intérieure et extérieure de l'État. En novembre 2020, la Cour de cassation a définitivement condamné mon mari à 30 ans de prison. Quid de mon droit de visite pour les 19 prochaines années? Enfin, mon téléphone a été infecté par Pegasus. 128 connexions ont eu lieu entre octobre 2020 et juillet 2021, expliquant a posteriori bien des événements militants ou privés dont je ne comprenais pas que le Maroc soit informé. La France, Madame la Présidente, a des obligations envers ses ressortissants. C'est mon cas. Et envers ses résidents, c'est le cas de mon mari. La France a failli dans son rôle de protection. Jamais les consulats de France ne sont intervenus lors de mes expulsions. La France ne nous soutient pas dans la reconnaissance du caractère politique de l'emprisonnement des prisonniers de Gdemizlik. Cela constitue une forme de complicité de la France qui rentre dans le jeu du Maroc. La France soutient un État qui a été reconnu coupable de torture sur mon mari en ne demandant pas l'application de cette condamnation et en permettant des représailles sur l'une de ses ressortissantes. Je demande, Madame la Présidente, l'application des décisions onusiennes et la libération des prisonniers, tous en détention arbitraire depuis 11 ans. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je suis avocat, l'avocat du Front Polisario, et j'ai eu l'immense honneur de plaider pour le peuple sahraoui devant les juridictions internationales à Luxembourg. Et nous avons également une procédure importante qui a lieu devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et avant de faire quelques observations très brèves, je voudrais marquer une incompréhension complète qui est l'attitude vis-à-vis de ce peuple. Vous avez un peuple qui se trouve uniquement dans une posture légaliste, c'est-à-dire le respect du droit international, l'action en justice, et il fait l'objet d'un ostracisme, d'une répression, d'un déni qui est absolument invraisemblable. Voilà. Alors que d'autres prennent d'autres voies et sont finalement mieux considérés. Donc, est-ce que demander l'application du droit et s'en remettre au juge, est-ce que ça fait de nous des ennemis? Première observation. La Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée en 2016 par un arrêt de grande importance qui a jugé de manière claire, définitive, que le Maroc n'est pas souverain sur le territoire du Sahara occidental pour ce qui concerne les pays européens et toutes les entreprises européennes. C'est jugé, ce n'est pas la peine de revenir dessus. Et c'est en conformité avec ce qu'avait jugé, ce qu'avait dit la Cour internationale de justice en 1975. Donc on a quelque chose qui est du solide. En tant qu'avocat, je sais que notre devoir est de respecter les décisions de justice et je pense qu'un gouvernement, qui est en plus tellement impliqué que le gouvernement français, a un devoir particulier de conforter les décisions de justice. On a des droits, on a des devoirs. Donc le devoir de conforter la justice. Bon, quand on regarde les règles de détail, on voit que dans l'accord d'extension, dans telle ou telle disposition, dans les mémoires qui sont déposées devant la Cour, la France applique l'arrêt de 2016 en disant effectivement il n'y a pas de souveraineté. Mais ça ne suffit pas pour faire la démarche, parce qu'il y a le débat public. Et les démonstrations, je dis profondément choquantes et profondément
irrespectueuses des décisions de droit, les démonstrations fracassantes ou embellies d'amitié et de proximité avec le Maroc le jour même où le Maroc dit que ces décisions de justice, c'est de la propagande, que rien n'a été jugé, qu'il est souverain sur le Sahara et que tout partira de la souveraineté marocaine sur le Sahara. Donc je pose cette question, est-ce qu'il est possible d'attendre du gouvernement français un langage de vérité publique sur le sujet qui fera du bien à tout le monde? Je pense qu'il ne s'agit plus de rendre la justice sur ce plan, mais simplement de rappeler un arrêt qui date de 2016. Deuxième observation, plus circonstancielle. Le droit, quand on parle de frontières, on parle d'échanges, on parle vite de droits de douane. Il y a une dette douanière, c'est-à-dire que des entreprises ont profité pendant des dizaines d'années de l'application de facto parce que le Maroc serait souverain, etc., etc. Bon, ça a été mis fin par la Cour de 2016 et c'est encore et on reste sur cette base-là. Donc il y a une somme à récupérer. Le calcul il est assez simple vu que les chiffres sont donnés par la Commission. Il y a 6,6 millions par an qui concernent 4 entreprises qui ont leur siège à Perpignan et qui font 95% de l'entrée sur le marché européen. Avec la règle de prescription, il y a 16,5 millions à récupérer demain. Donc la question, c'est pourquoi on ne récupère pas cet argent demain, vu qu'il n'y a aucun fondement juridique, la dette douanière, elle existe, et au nom de quoi on décide de ne pas recouvrer la dette douanière. Troisième point, les exportations agricoles. Le monde entier veut venir sur le marché européen, très bien, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est de respecter les normes de commercialisation, et parmi celles-ci, une qui est importante, et spécialement pour les affaires agricoles, qui est l'origine. Parce que quand on achète une cafetière ou un appareil photo, savoir s'il est fait ici ou là, c'est une chose, mais un produit agricole, ça compte. Bon. Or, après tout ce qui s'est passé, et encore une fois, après l'arrêt, parce qu'il y a encore un contentieux actuellement, mais le contentieux, c'est sur l'accord d'extension. 2016, ça reste. Après l'accord de 2016, il faut le mettre en œuvre. Les contrôles sont effectués sur place par une société qui s'appelle Marocco Foodex. Marocco Foodex est un établissement public marocain qui certifie l'origine des produits qui viennent du Sahara occidental. Et est-ce que la France va continuer longtemps à accepter ces biens et ce certificat d'origine qui est fait par une entreprise marocaine qui donc évidemment couvre tout, vu que nous voyons dans les statistiques d'Eurostat, il n'y a plus aucune exportation qui vient du Sahara occidental. Et j'ai un mot pour la dernière observation. Tout le monde croit qu'il va gagner le procès. Eh bien, nous verrons bien. Moi, je suis persuadé que nous avons de très bons arguments et qu'une fois de plus, nous gagnerons contre le gouvernement français, contre l'Europe. Hélas, vu qu'on aurait préféré autre chose. Et je pose la question, est-ce que le gouvernement français prépare quelque chose vis-à-vis des entreprises qui sont embarquées dans l'idée que tout va bien se passer et qui vont se fracasser sur une décision de justice qui sera définitive? Merci, maître. Nous en venons aux questions. J'invite tous ceux qui souhaitent intervenir dans la table ronde à s'inscrire auprès de la direction de la séance. Chaque question sera immédiatement suivie de sa réponse afin que les débats soient le plus fluides possible. La première question va être posée par Monsieur Jean-Paul Lecoq, du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, à l'initiative de ce débat. Je vous en prie, chers collègues. Merci, Madame la Présidente. J'ai prévu faire 3 questions. Soit je le fais en 3 fois dans la séance, soit, si vous m'autorisez, je les présente, puisque c'est une par intervenant. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour vos interventions. Je remercie mon groupe aussi d'avoir inscrit à l'ordre du jour cette question taboue en France et de permettre à 3 intervenants de grande qualité, comme vous avez pu le voir, d'expliquer en quoi, sur le cas du Sahara occidental, le bilan des actions de la France pour faire respecter le droit international n'est pas à la hauteur de notre qualité d'État membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le conflit du Sahara occidental est totalement méconnu et injustement traité. Pour beaucoup, ce n'est qu'un conflit d'indépendantistes. Mais le conflit du Sahara occidental est bien plus grave que cela. Et je remercie vivement Oubi Bouchraya, ambassadeur à Bruxelles du Front Polisario, représentant du peuple sahraoui, d'être revenu très précisément sur le conflit qui oppose Maroc et Sahara occidental. Ma première question s'adressera donc à lui. En août dernier, la nomination de Staffan de Mistura, ancien envoyé spécial des Nations Unies en Syrie,
au poste d'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental a permis de relancer le processus de négociation. Sa nomination est dans une certaine mesure un soulagement car beaucoup d'espoir et d'attente reposent sur les envoyés personnels du secrétaire général des Nations Unies, car ce sont eux qui organisent les négociations entre les différentes parties au conflit. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais que vous nous disiez votre sentiment sur cette nomination et ce qu'elle peut apporter, notamment dans le cadre de son prochain déplacement sur place mi-janvier. Et d'autre part, vous étiez représentant en France du Front Polisario entre 2016 et 2020. Et j'aimerais connaître votre sentiment sur la position française vis-à-vis du Front Polisario. J'entends très souvent parler de la théorie de l'équidistance. À chaque fois que le ministre des Affaires étrangères a été interrogé en commission des Affaires étrangères, c'est sa réponse. Et j'aimerais que vous me précisiez votre vécu, justement, pendant cette période à Paris, sur la question de l'équidistance et que vous la compariez à la situation actuelle à Bruxelles. Ma seconde question s'adresse donc aussi à vous, maître Devers. Vous venez de nous expliquer que, en décembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'accord d'association UE-Maroc est inapplicable au Sahara occidental, vu son statut international. Quelles sont les implications concrètes de cet arrêt pour la France? Comment doit-elle mettre en œuvre? Et pourriez-vous également revenir sur la question de l'étiquetage? Vous avez terminé là-dessus, mais je renvoie à la question pour que vous ayez un peu plus de temps pour préciser les choses. Je sais que ce sujet est complexe et qu'il est important de l'aborder et c'est d'ailleurs une question qui est aussi posée pour la question palestinienne, d'ailleurs. Et donc, c'est important de revenir dessus. Sur les ressources, il y a un problème majeur de la concurrence faussée. Il s'est passé quelque chose, Madame la Présidente, que je n'avais pas imaginé, c'est qu'en mettant à l'ordre du jour cette question du Sahara occidental, j'allais être sollicité par les producteurs de tomates et de concombres français qui m'ont demandé, à l'occasion de cette audition, d'interpeller justement sur la concurrence déloyale, puisque les concombres et les tomates produites au Sahara occidental sont vendus, arrivent en France et ne sont pas taxés, ne font pas l'objet de taxes de douane. Et donc, ils s'interrogent là-dessus et demandent qu'il y ait une explication dans le cadre de ce débat sur cette question-là. On voit grâce à cela les implications concrètes, d'ailleurs, d'une occupation illégale du territoire sur le territoire agricole qui souffre de beaucoup trop. L'épopée judiciaire entre l'Union européenne et le Maroc a pris une tournure très importante dans le travail de reconnaissance du statut du territoire sahraoui, preuve que le droit doit être suivi. Sans quoi les entreprises, et y compris des entreprises françaises, risquent de se retrouver de plus en plus face à des incertitudes juridiques, ce qui est évidemment très mauvais pour elles et pour les investissements qu'elles peuvent vouloir faire sur le long terme. Fin octobre dernier, par exemple, c'est une société chinoise spécialisée dans le phosphate qui a annoncé avoir renoncé de manière définitive à l'acquisition de roches de phosphate pillées du Sahara occidental occupé. Et d'autres sont partis avant elle, et on pourrait citer la liste de différents pays, différentes sociétés. Ces désistements sont de plus en plus nombreux, sur terre comme sur mer, vu l'importance également que revêt la pêche au large des côtes sahraouies. Pourriez-vous également revenir rapidement sur ce sujet, monsieur Maître? Enfin, Madame Mangin, je voulais évoquer avec vous et monsieur Bouchraya, et que monsieur Bouchraya pourra compléter, la situation des prisonniers politiques sahraouis. Pourriez-vous revenir sur votre droit de visite bafoué par les autorités marocaines? Pourriez-vous revenir sur le rôle de la France dans cette situation? Combien de fois avez-vous interpellé, on va recevoir un ministre du Quai d'Orsay tout à l'heure, combien de fois avez-vous interpellé le Quai d'Orsay? Quel accueil avez-vous eu? Quelles démarches ont été faites? Comment ça s'est passé? Pourquoi n'est-elle pas intervenue dès votre première expulsion? Avez-vous été contacté par les autorités françaises à plusieurs fois quand vous avez vécu des choses? Que vous a dit le consulat de France au Maroc suite à ces actes? Votre requête au Maroc en tant que ressortissante française a-t-elle été soutenue par la France, par les autorités françaises sur place? Et enfin, Madame la Présidente, j'aimerais éventuellement élargir la situation des droits humains en territoire occupé par le Maroc. Je vais prendre l'exemple de Raya. Cette jeune femme est une défenseuse des droits humains et présidente de la Ligue pour la défense des droits de l'homme et la protection des ressources naturelles. À Boujdour, en territoire occupé par le Maroc, avec sa mère et avec sa sœur, elles sont assignées à résidence depuis 1 an, sans aucun procès, assiégées, avec des incursions régulières à leur domicile pour détruire leurs objets personnels de la famille, régulièrement brutalisées physiquement et agressées sexuellement par des hommes militants pour le Maroc. Comment, à votre avis, la France pourrait-elle faire pression sur le Maroc pour qu'il stoppe à court terme les intimidations et les violences faites aux militants sahraouis pacifiques? Le travail de l'association des familles des prisonniers et disparus sahraouis, la FAB Prédesa,
est fondamentale. Peut-être pourriez-vous aussi, Madame Mangin, qui connaissait bien cette association, nous donner des éléments sur leurs activités. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Monsieur Bouchraya Bachir, si vous souhaitez répondre à notre collègue. Merci beaucoup, Monsieur le député. Et pour répondre à la première question, je crois que de Mistura, il est nommé dans un contexte particulier. Il est marqué par la reprise des guerres au Sahara occidental, le collapse de l'ensemble du processus de paix à cause de la violation du Maroc de l'accord du cessez-le-feu. Je crois que notre position est très claire, que la nomination d'un envoyé personnel n'est pas un objectif en soi, puisqu'on en a eu assez. On a eu un grand nombre d'envoyés spéciaux, envoyés personnels du secrétaire général, avec des profils remarquables, à l'instar de James Baker, qui était un ancien secrétaire d'État américain, et le dernier était l'ancien président de l'Allemagne, Horst Kohler. Donc, le problème n'a jamais résidé, ne réside pas, n'est pas lié à la personnalité ni la nomination d'un envoyé personnel, sinon réside au sein du Conseil de sécurité. Je crois que les envoyés personnels ont fini par démissionner à cause de deux éléments principaux. D'abord, la volonté du Conseil de sécurité de servir de leur nomination comme des figures pour se cacher derrière et se laver les mains et continuer avec le deuxième élément qui est cette approche erronée et irresponsable dont la France est partiellement responsable de vouloir continuer à gérer le conflit au lieu de le résoudre. Au fur et à mesure, cette attitude est devenue synonyme de la consolidation de l'occupation de notre territoire par le Maroc. Bien sûr, la réussite de sa mission dépend de l'attitude des membres du Conseil de sécurité et principalement de la France. Si on change d'approche au niveau du Conseil de sécurité, on commence suffisamment à prendre conscience de la gravité de la situation qui prévaut aujourd'hui au Sahara occidental, mais aussi dans l'ensemble de la région du Maghreb. Je crois qu'on peut avancer. Le Conseil de sécurité est appelé à s'investir dans ce sens pour arriver à régler le conflit. Je crois que la formule est très clair et est à la portée du Conseil de sécurité, qui est le seul accord signé jusqu'aujourd'hui entre les deux parties au conflit, qui sont le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Cet accord s'appelle le plan de règlement ONU-OIA de 1991, qui a été adopté par le Conseil de sécurité, et à l'origine de cet accord, il y a une mission déployée au Sahara occidental. Ça, c'est concernant la première question. Et concernant la deuxième question, en relation avec cette prétendue équidistance affichée par le gouvernement français en termes de relations avec les deux parties au conflit, moi, je peux vous assurer que j'étais représentant du Front Polisario à Paris, ici, entre 2016 et 2020. Le Quai d'Orsay a coupé tout contact avec le Front Polisario depuis avril 2017. On a essayé, de notre initiative, conscient bien sûr de l'importance de la France et du rôle que la France peut jouer pour aider les parties à arriver à une solution, on a essayé à plusieurs reprises de rétablir le contact, mais on était confronté à des portes fermées, et apparemment c'est une décision méditée de la part du Quai d'Orsay. Je crois que cette attitude traduit bien sûr, ou c'est un reflet d'un parti pris de la part de la France en faveur du Maroc, mais malheureusement aussi a conduit à une sorte d'auto-exclusion de la France de toute possibilité de jouer un rôle, puisqu'elle a coupé avec un des partis au conflit.
immédiatement après ma nomination à Bruxelles, j'ai pris de contact avec, comme je suis responsable de la diplomatie sahraoui au niveau de l'Europe, je suis reçu régulièrement dans l'ensemble des capitales européennes, au ministère des Affaires étrangères, sans problème. C'est la même chose avec mes collègues dans toutes les capitales du monde, y compris les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc la France, elle fait une exception dans ce sens, et c'est un reflet de son alignement sur la position marocaine. Et je crois que la France... aujourd'hui, elle fait partie du problème au Sahara occidental. On a l'espoir que la France commence à faire partie de la solution au Sahara occidental. Et là, l'obligation, mais là aussi les atouts de contribuer pour accompagner les parties à arriver à la solution sur la base du droit international et la légalité internationale, et surtout sur la base des accords qui sont signés entre les deux parties jusqu'à aujourd'hui, qui sont seulement des accords. L'accord du plan de règlement en 1991 et les accords de Houston en 1997. On a l'espoir, on ne va jamais perdre l'espoir, et je crois que, vu la guerre et la reprise de la guerre au Sahara occidental et la tension qu'on voit aujourd'hui dans la région, je crois que la France est appelée à réviser sa position et commencer à penser sérieusement à être partie de la solution au Sahara occidental au lieu de demeurer continuer d'être partie du problème. Merci, monsieur. Maître, je vous en prie. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Je répondrai par synthèse. Les questions sont liées. Le premier point, c'est que il ne faut pas que ça devienne comme une litanie en disant 2 territoires distincts séparés, oui, et puis après. Non, s'il y a 2 territoires distincts et séparés, eh ben, on trouve la question des douanes et on trouve la question de l'origine des produits. Et ça, ce sont des contingences juridiques, matérielles et économiques immédiates. Et dans l'arrêt de 2016, dont tout le monde, enfin, on commence à parler, pas toujours en l'ayant lu, il est tout à fait dit qu'il ne peut y avoir d'activité donc sur ce territoire qui n'est pas marocain et qui ne sera jamais. Il est dit que, sauf si le peuple décidait lui-même par référendum, mais en l'état du droit, il n'est pas, il ne peut y avoir d'activité économique avec le consentement du peuple. Voilà. Ça, c'est pas le point de vue de l'avocat du Front Polisario, ni un meeting des dirigeants du Front Polisario, c'est la décision de justice. Et c'est une décision de justice qui a fait entrer la décolonisation dans le droit de la juridiction européenne. Cet arrêt de 2016, il est commenté dans toutes les revues et il est salué sur ce plan-là. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'Union européenne, ce n'est pas à la France de dire voilà ce qui est bon pour le développement du territoire. Il y a un territoire avec un peuple, ce peuple, c'est le peuple sahraoui, il n'y a que lui qui veut s'exprimer. Un visiteur qui peut être un parlementaire vient à Laayoune ou à Dakhla. Est-ce qu'il a demandé l'autorisation au Front Polisario? Non, donc c'est une irrégularité parce que c'est jugé. Bon, voilà. Donc cette règle de 2016, elle a une ampleur considérable. Pour ceux qui suivent la procédure, vous savez qu'après 2016, il y a eu une volonté de contournement, hein, pour ne pas dire autre chose, en disant « Ok, bon, c'est plus le même territoire, donc on va faire un procédé d'extension. » Alors le Maroc s'est bouché les oreilles en disant « extension », parce que si vous faites extension, c'est que vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Donc on a amené... est-ce que c'est de la bonne diplomatie? Ben ça, ma foi, il y aura des réponses. On a amené le Maroc, dans un accord international, à admettre qu'il n'est pas souverain sur le territoire du Sahara occidental, vu qu'il a signé les traités d'extension avec l'Union européenne. Le piège est en train de se refermer. Nous, on aimerait mieux qu'il n'y ait pas de piège et que ça discute. Alors, les implications concrètes de cela. Effectivement, les douanes, monsieur le député. Effectivement, les douanes. Et les douanes, ben pourquoi? Parce que quand on fait le calcul, les exportations uniquement agricoles sur la zone de Perpignan, j'ai donné le chiffre, 6,6 millions par an, avec la prescription actuelle. On a fait les calculs, tout ça c'est documenté, on le met dans les mémoires, on obtient, chaque fois qu'on met ça dans les mémoires, on n'a jamais de critique sur ce plan. Eh bien, ça fait 16,5 millions qui sont à récupérer. Voilà.
Alors, pourquoi on ne le fait pas? Alors, on va se renseigner et on va poser, est-ce qu'il y a des procédures en cours? Est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits? Ce sont des questions précises. Dans l'accord entre l'Union européenne et le Maroc, dans le protocole numéro 4, il y a une clause pour régler les problèmes de douane. Est-ce que cet accord a été appliqué? Est-ce qu'il a été sollicité? Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Ce sont des questions précises sur lesquelles nous appelons une réaction. Et nous sommes d'autant plus stricts sur cette question de la dette douanière que, ayant des relations évidemment avec d'autres pays, et en particulier l'Italie et l'Espagne, eh ben, nous pouvons vous annoncer qu'il va se venir de nouveaux procès qui seront faits par les syndicats agricoles italiens et par les syndicats agricoles espagnols, parce que pour eux, ces droits de douane ici les écrasent. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il y a des difficultés, ils sont écrasés par cela. La question de l'étiquetage, elle est le deuxième volet pragmatique de cette question des deux territoires et d'activité que s'il y a le consentement du représentant du peuple sahraoui. Et ici, là, je n'invente rien. Et quand on rédige nos mémoires devant la Cour, qu'est-ce qu'on fait? On prend la pratique de l'Union européenne. Alors, vous avez cité la Palestine. Oui, la Palestine. Mais c'est également Chypre, c'est également la Transnistrie, c'est également tant et d'autres. Il y a toute une série où on se trouve avec des zones d'occupation militaire, avec des questions territoriales. Et il y a des procédés, ils sont parfaits. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on demande pour le Sahara occidental? Eh bien, moi, je peux répondre de manière très simple, ce que vous faites pour la Palestine. C'est-à-dire un étiquetage avec la mention origine, colonie, marocaine au Sahara occidental. Voilà. L'étiquetage n'est certainement pas notre bataille principale, vu que le principe c'est de reprendre nous-mêmes la maîtrise, mais dans l'immédiat, c'est la solution. Et nous demandons également qu'il y ait des contrôles qui soient faits par la Direction générale de la concurrence et des fraudes. Vu qu'il y a une fraude à l'origine, il y a des gens qui achètent des produits en pensant que c'est du Maroc, alors que c'est du Sahara occidental. C'est une fraude à l'origine. La loi n'est pas appliquée. Les infractions sont patentes, on les a sous les yeux. Voilà. Et au total, qu'est-ce que l'on voit? Et je conclus, c'est une certaine inquiétude par rapport à l'avancée du procès, pas pour nous, mais pour l'état de droit globalement, vu qu'on aura l'arrêt qui va venir sans doute en 2022, peut-être 2023, on verra bien, hein, la procédure est en cours. Et on voit quand même un manque d'enthousiasme du côté du Conseil de l'Union européenne, vu que maintenant la Commission est de reprendre le leadership sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose que le transfert de la décision politique au tribunal. Et ça sera l'argument de dire ensuite, j'ai essayé de défendre, j'ai essayé de faire au maximum, j'ai même fait un pourvoi devant la Grande Chambre, maintenant il y a une décision de justice, on est obligé de l'appliquer, et ça sera très dur pour le Maroc. Alors que ça soit très dur pour les dirigeants marocains, c'est pas un traumatisme, mais par contre, le peuple sahraoui est très attaché à des liens amicaux avec le peuple marocain, et il souhaiterait vraiment que les choses puissent se faire par des négociations. Madame Mangin, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, vous m'avez posé des questions par rapport à la situation des prisonniers politiques et par rapport à la situation des droits de l'homme au Sahara occidental occupé. Je dois dire que les prisonniers politiques sont en mauvaise santé et ils sont persécutés en permanence, et ça dure depuis 11 ans. Et comme ils ont subi de la torture, il y a des traumatismes qui remontent en permanence, et en plus, ils n'ont plus de droit de visite de leur famille depuis 2 ans à cause du Covid. En ce qui concerne de ma situation, le fait que ce soit des prisonniers de Gdemizig, c'est-à-dire le symbole de cette grande révolte de 2010 pacifique, est devenu un symbole au Maroc et un vrai traumatisme pour le Maroc, puisqu'ils avaient cru à l'époque montrer au monde entier que le peuple sahraoui n'existait pas et que les Sahraouis étaient marocains, comme il y a des Marocains rifins ou autres. Eh bien, si ce grand rassemblement de Gdemizig a montré que le peuple sahraoui était bel et bien là et qu'il fallait compter avec lui. Et mon mari et moi, nous sommes les symboles de cette situation. Et comme je prends la parole
en leur nom dans la plupart des instances, eh bien, je suis un peu, moi aussi, persécutée. D'autre part, à cause de la plainte que j'ai posée devant le comité contre la torture, le Maroc a été condamné pour fait de torture sur mon mari. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et face à cela, je n'ai eu de réponse du gouvernement français que le silence. Ce silence qui est bien l'autre manière de montrer que cette question est taboue au Maroc, mais elle est taboue aussi en France. Comme vous le savez, la question du Sahara occidental, le Sahara, fait partie des 3 questions taboues au Maroc. Et quand moi je vais au Maroc avec le roi et la religion, le Sahara, quand on vient pour le Sahara occidental, on est en situation illégale. Et donc c'est ce que je subis, alors que si j'étais mariée à un Marocain qui est en prison pour trafic de drogue, par exemple, au hasard, j'aurais pas tous ces soucis. Donc je suis bien victime d'une question politique et de la question de la reconnaissance de la souveraineté du Sahara occidental, des Sahraouis sur leur territoire du Sahara occidental. Donc, jusqu'en 2016, j'ai été reçue par l'ambassade de France, mais c'était toujours pour me faire dire comme le Maroc était bien. Mais à partir de la condamnation du Maroc, c'était fini et jamais je n'ai été soutenue par le ministère des Affaires étrangères et le consulat, sauf quand j'ai fait cette grève de la faim de 30 jours, ce que je trouve quand même un petit peu grave d'être obligé de passer par là pour pouvoir exister. Parce que, comme vous le savez, le seul moyen pour le peuple sahraoui d'exister, c'est bien de résister. Et les prisonniers sont là pour montrer que la cause sahraoui existe toujours. Et puis, si je parle un peu de ce qui se passe dans les territoires occupés, voilà un territoire qui est une vraie prison à ciel ouvert. Depuis 2013, aucun étranger qui vient pour rencontrer des Sahraouis ne peut entrer au territoire occupé, ou bien ils sont expulsés, y compris des eurodéputés. Il y en a eu 5 dans ce cas-là. C'est plus de 300 personnes qui ont été expulsées depuis 2013 du Sahara occidental. Et depuis la reprise des combats, il y a 1 an, en novembre 2020, eh bien, c'est encore pire. Et les défenseurs des droits humains, les militants, n'ont absolument pas le droit, évidemment, de prendre la parole, de manifester. Et comme on a parlé du cas de Sultana, qui est une icône de la lutte des Sahraouis dans les territoires occupés, qui est martyrisée, empêchée de sortir depuis plus d'1 an de chez elle et agressée tous les jours. Cette situation, comme le territoire est interdit à toute personne étrangère, eh bien, il n'y a aucune image, il n'y a aucun journaliste qui peut aller, et donc c'est comme si ça n'existait pas. Donc, hélas, pour le gouvernement français, ce peuple sahraoui existe, et nous sommes là aujourd'hui pour en parler, et il serait bon que, tout simplement, la France permette à l'ONU d'élargir le mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l'homme. Comme vous le savez, c'est la seule mission des Nations Unies au monde qui n'a pas ce mandat qui n'a pas la surveillance des droits de l'homme dans son mandat. Et donc, la MINURSO qui est présente à l'Aïoun, par exemple, ou bien à Oujdour, où est Sultana Raya, n'a aucun pouvoir pour faire aucune description de ce qui se passe dans les territoires occupés. En revanche, nous sommes nombreux, les associations de soutien au peuple sahraoui en France, en Europe, dans le monde. Il y a plus de 250 associations dans le groupe de Genève qui, tous les jours, alertent le Haut Commissariat des droits de l'homme à Genève, et tous les mécanismes spéciaux ont été sollicités et tous ont condamné le Maroc pour fait de torture, pour empêchement des avocats d'aller au Maroc, pour la détention arbitraire, contre le droit de visite et le droit de manifester et de parler. Bref, tous les mécanismes spéciaux ont été alertés. Ils ont tous condamné depuis 11 ans le Maroc pour tous ces faits, et rien ne débouche, et ce peuple sahraoui continue de souffrir uniquement parce qu'il se bat pour qu'il puisse exister dans son territoire comme tout peuple a le droit de le faire, et il se bat pour ça depuis 45 ans maintenant. Merci Madame, je vais être dans l'obligation de vous rappeler d'être extrêmement concis car il ne nous reste que quelques minutes pour clore ce débat.
La parole est à Monsieur Jean-François Mbaye, au nom du groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les experts. Merci, en tout cas, merci Madame Mangin, Maître et Monsieur l'Ambassadeur d'avoir éclairé un sujet qui nous a été mis et qui a été versé au débat par notre collègue Jean-Paul Lecoq et qui, je dois dire, fait ressortir finalement un triple enjeu à la fois maghrébin, un triple enjeu au Sahel et un triple enjeu au niveau de la Méditerranée. Et c'est un enjeu qui finalement rend cette situation assez explosive, une situation sur laquelle évidemment nous ne pouvons nous satisfaire. Et j'ai envie de dire que ce statu quo fait que la première question que je voudrais vous poser, peut-être d'ordre général à vous trois, Monsieur l'Ambassadeur, Madame Mangin et Maître, c'est finalement quelle solution politique juste, durable et acceptable pour les partis pensez-vous qu'il faille peut-être mettre au débat pour avancer sur cette question qui, encore une fois, dont on ne peut se réjouir. Et puis, une question peut-être particulièrement pour vous, Maître Gilles, vous avez fait état tout à l'heure dans vos propos d'une action qui serait pendante devant la Cour de justice africaine des droits de l'homme et du peuple. Et vous avez dit que c'était une action qui était importante, sans pour autant la développer. Et j'aimerais que vous puissiez nous en dire un petit peu plus, puisque vous nous avez exposé des propos extrêmement clairs, extrêmement clairvoyants sur les multiples facettes que recouvre cette situation. Et donc, à l'heure où, effectivement, il y a une présidence de l'Union africaine qui va s'ouvrir prochainement, est-ce que vous pensez que c'est une question, par exemple, et je vous la pose, mais ça peut aussi être une question à Monsieur l'Ambassadeur, est-ce que vous pensez que cette question du Sahara occidental mérite d'être versée au débat lors de la présidence de l'Union africaine par un peuple, par un pays par un pays ami qui sera présidé de façon par le président du Sénégal? Est-ce que cette question du Sahara occidental mérite d'être posée dans le cadre de la présidence de l'Union africaine? Je vous remercie. Oui, concernant la première question, je crois que j'aimerais bien tout d'abord clarifier une chose, parce que souvent dans les médias en France, mais ailleurs aussi, ils présentent la solution du référendum comme si c'était la position du Front Polisario, alors que c'est faux. Notre position est très claire. C'est pour l'indépendance et pour cela qu'on a proclamé la République arabe sahraoui démocratique depuis 1976 et depuis 84 sièges comme membre à part entière dans l'organisation de l'Union africaine. Donc, et alors la position du Maroc, c'est l'intégration du territoire au sein du Maroc. Le référendum, c'est la seule position de compromis intermédiaire entre les deux positions des partis. Indépendamment de la position du Polisario pour l'indépendance et la position du Maroc pour l'intégration du territoire, il y a la position de l'ONU, de la légalité internationale, la tradition de la décolonisation qui prévoit la consultation originale du peuple du territoire qui est le peuple du Sahara occidental à travers le référendum d'autodétermination. Et je crois que ça, c'est la position qui demeure la seule solution de compromis est fiable pour résoudre ce conflit. Maintenant, les modalités pour appliquer le référendum, bien sûr, qui seront objet des négociations, mais il y a un accord qui est signé entre les deux parties de 1991. Il y a un accord complémentaire qui a été signé aussi en 1997 sous les auspices de James Baker. Concernant la deuxième question sur la présidence du Sénégal, de l'Union africaine et la question du Sahara occidental, j'aimerais bien aussi préciser que l'Union africaine, depuis la reprise de la guerre au Sahara occidental, s'est prononcée d'une façon très claire. Le Conseil de paix et de sécurité, dans son sommet tenu à Addis Ababa mars de 2021, a adopté une décision par laquelle il a invité les deux pays membres qui sont la République sahraoui et le Royaume du Maroc à s'engager dans des négociations
pour arriver à une solution qui devrait respecter de la façon la plus claire la charte de l'Union africaine et notamment l'article numéro 4 sur le respect des frontières héritières de l'ère coloniale, c'est-à-dire le respect des frontières reconnues pour la République sahraoui et pour le Royaume du Maroc. Et c'est le Maroc, le lendemain, a déclaré son refus catégorique de cette décision qui a été adoptée d'une façon unanime par tous les membres de... Donc, l'Union africaine, c'est la dernière colonie en Afrique, et bien sûr, l'Union africaine s'est prononcée, mais il a toujours toute la place pour jouer le rôle, puisque le territoire du Sahara occidental et la RACED et le Royaume du Maroc depuis 2017 sont des membres dans cette organisation régionale qui est l'Union africaine. Merci beaucoup. Maître, en quelques mots. Oui, en quelques mots. Oui. Je ne vais pas vous résumer la procédure. Non, d'abord, cette procédure devant la Cour africaine veut dire que, je reviens sur ce plan, le Front Polisario se place sous l'angle du droit international. Au niveau de l'Union européenne, c'est lui qui a choisi le recours, en agissant quand il voulait, il agit comme acteur principal. À la Cour africaine, il n'est pas à l'origine du recours. C'est un recours qui a été engagé par des particuliers, puis qui est un recours individuel de citoyens africains. Mais se posait la question d'intervenir pour défendre la cause. Donc l'affaire n'est pas de même nature. Et elle concerne plusieurs États africains. Au moment de l'arrivée, demande d'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Donc effectivement, et là je souscris ce que dit M. Bouchraya, toute la richesse qu'il y a politique, parce que ces pays africains viennent de la décolonisation, on ne va pas la retrouver dans le contentieux qui joue quand même sur des aspects historiques, mais on verra comment les juges se prennent position. Il y a moins de pratiques jurisprudentielles devant la Cour africaine que devant la Cour européenne ou la Cour de justice de La Haye, mais en tout cas c'est une juridiction qui fonctionne et qui nous permet de défendre l'idée qu'il y a un grand exposé historique, qu'historiquement il y a bien cette donnée et que donc il n'est pas possible d'accueillir bras ouverts un État qui prend une position sur la colonisation d'un territoire d'un autre et qui nie l'héritage de décolonisation de l'Afrique. Un mot à ajouter, madame? Non. La parole est à madame Stéphanie Kerbar, au nom du groupe Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente. Le Sahara occidental est un territoire occupé militairement par le Maroc depuis 1975 et ce territoire est selon l'ONU un territoire autonome où le processus de décolonisation n'est pas achevé. C'est à ce jour également la position officielle de la France et de l'Union européenne ou encore de la Cour internationale de justice. C'était jusqu'à peu la position des États-Unis, jusqu'à ce que Donald Trump ait signé un deal en reconnaissant la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange du rétablissement des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Et actuellement, Joe Biden ne semble pas souhaiter revenir sur cette décision. Notre groupe Liberté et Territoire est très attaché au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui nous attire un intérêt pour la cause portée par le Front Polisario. Quelles sont les attentes des représentants de la République arabe sahraoui démocratique vis-à-vis des autorités françaises et de l'Union européenne? Vous l'avez partiellement abordé. De 100 000 à 200 000 réfugiés du Sahara occidental vivent dans des camps près de la ville de Tindouf, au sud de l'Algérie. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'état actuel de la situation humanitaire sur place ? Et puis le cessez-le-feu a été rompu en novembre 2020 suite au déploiement de l'armée marocaine dans une zone démilitarisée du Sahara occidental sous contrôle des casques bleus. Ce conflit vient mettre en lumière une fois de plus les difficultés des casques bleus à assurer leur mission de maintien de la paix. Et quelles sont vos relations avec les casques bleus sur le terrain? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur Bouchraya Bachir, peut-être? En fait, nos espoirs vis-à-vis de l'Union européenne et la France, je crois que j'évoquais des éléments dans cette direction, mais je résume par notre espoir que la France et aussi l'Union européenne assument leurs responsabilités
pour faire appliquer les accords qui ont été signés entre les partis, le Front Polisario et le Maroc, et permettre aux Sahraouis de jouir de leur droit à l'autodétermination et à l'indépendance, à l'instar de tous les pays coloniaux à travers l'histoire. Et je crois que l'Union européenne aujourd'hui a un rôle, a une responsabilité supplémentaire après ces efforts au sein de l'Union européenne et cette volonté de contourner les décisions de la justice européenne juste pour servir les intérêts du Maroc. Au Maghreb, on a cette impression que à partir de Paris, mais aussi à partir de Bruxelles, il y a cette préférence pour le Maroc au détriment du reste des pays et de peuples de la région. Et je crois que c'est une anomalie qu'il faut corriger. En relation avec l'état humanitaire dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, bien sûr, la condition d'être réfugié est un problème en soi. Le refuge, être réfugié, c'est une cause politique, c'est pas à l'origine d'un désastre naturel, c'est l'exode des Sahraouis après l'invasion militaire de leur territoire par l'occupant marocain. Mais j'aimerais bien insister que le Front Polisario, depuis les premiers jours, les institutions de la RAS se sont investies pour bâtir les bases de l'État sahraoui, d'un État sahraoui moderne qui peut servir après l'indépendance pour concrétiser et satisfaire les aspirations d'un peuple souverain. Et je crois qu'on a réussi à faire des avancées principales, surtout dans le domaine de l'éducation, les domaines de la santé publique, l'émancipation des femmes, la participation de jeunes et même la pratique démocratique au sein des camps de réfugiés, ce qui n'est pas évident chez les histoires du mouvement de libération nationale. En relation avec les cessez-le-feu, vous connaissez que le cessez-le-feu, la rupture s'est produite suite à l'invasion du Maroc à une zone démilitarisée dans la région de Guerguerat, une invasion militaire après l'occupation d'une partie du territoire, et nous étions dans l'obligation de faire recours à notre droit légitime à la défense, et depuis le cessez-le-feu s'est effondré et pratiquement les casques bleus, ils ont une mission périphérique. On n'a pas procédé à expulser les casques bleus. C'est loin d'être sur la table. On appelle toujours la MINURSO à jouer son rôle, qui est l'organisation du référendum d'autodétermination, qui est reflété dans la lettre R, dans l'acronyme de cette mission. Le cessez-le-feu était signé entre les deux parties comme une étape pour préparer le processus de paix et l'organisation des référendums d'autodétermination. Mais avec les obstacles du Maroc, est devenu seulement un instrument aux mains du Maroc pour consolider son occupation du territoire. Et l'objectif ultime de la mission de l'ONU et de l'ONU dans son ensemble, c'est décoloniser le territoire et c'est donner la possibilité aux Sahraouis de déterminer le statut définitif de ces territoires comme il est préconisé par le droit international. Merci, monsieur. Donc, je tiens à remercier nos invités pour leur participation à nos travaux. Avant de passer à la seconde partie de ce débat, je suspends la séance pour 2 minutes. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie et chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, madame la vice-présidente, mesdames et messieurs les députés. Voilà. Bon, merci pour votre invitation à débattre du Sahara occidental dans le cadre d'un exercice entre effectivement un membre du gouvernement, la représentation nationale, et qui est effectivement distinct
la table ronde que vous avez tenue auparavant, qui, elle, se faisait sans représentation gouvernementale. Bon, la France, elle a toujours été très attentive, naturellement, à la situation sur le terrain et aux perspectives de résolution d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies déjà. Et elle l'est d'autant plus aujourd'hui, eh bien que nous constatons un regain de tension qui est préoccupant, très préoccupant entre les parties prenantes. Alors, avant de revenir en détail spécifiquement sur le cas du Sahara occidental, je voudrais vous redire l'attachement de la France, naturellement, au respect du droit international. C'est une priorité constante de la diplomatie française, parce que c'est dans notre intérêt de promouvoir un cadre multilatéral qui est fondé sur des règles qui sont mutuellement agréées et qui permettent d'assurer du coup un règlement pacifique des différends. Et cet engagement en faveur du respect du droit international, il se traduit par des actes concrets. Tout d'abord, la France, elle s'attache à rappeler le droit international dans toutes les enceintes multilatérales lorsque celui-ci est remis en cause. On le fait au Conseil de sécurité, naturellement, au regard de notre responsabilité particulière en tant que membre permanent. On le fait également à l'Assemblée générale des Nations unies. On le fait au Conseil des droits de l'homme, dont la France est membre élu jusqu'en 2023. La France, elle s'engage aussi dans un certain nombre d'initiatives spécifiques qui nous permettent d'avoir des leviers d'action pour faire respecter ce droit international. Je prends par exemple le cas du conflit israélo-palestinien. La France, l'Allemagne, l'Égypte, la Jordanie, nous sommes mobilisés au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe d'Amman, que vous devez bien connaître, et qui justement vise à rappeler les paramètres agréés internationalement pour la résolution du conflit, pour identifier les petits pas possibles pour que Israéliens, Palestiniens renouent le dialogue. Et le groupe s'est réuni d'ailleurs, c'était au printemps 2021. Et puis, à côté de notre action dans les enceintes internationales, des initiatives que nous voulons prendre avec un certain nombre d'États, nous avons également d'autres leviers quand la situation l'exige, notamment l'outil des sanctions. C'est valable au niveau du Conseil de sécurité, c'est valable aussi au niveau de l'Union européenne, et vous le savez, nous l'avons mis en œuvre, nous en avons mis en œuvre, par exemple, contre la Russie en 2014, en réaction à l'annexion illégale de la Crimée. Et donc, en cohérence avec cette position de principe, la France, elle est attachée au plein respect du droit international dans le conflit au Sahara occidental. Et donc, nous soutenons la recherche, très clairement, d'une solution politique qui soit juste, durable, mutuellement acceptable. Ah, pour cocher les cases, c'est ça, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Et la résolution de ce conflit, elle est pour nous importante pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, les tensions qu'il génère représentent des facteurs d'instabilité dans notre voisinage direct. On l'a vu à l'automne 2020, on l'a vu encore récemment début novembre 2021. Des incidents sont susceptibles d'engendrer une dégradation brutale de la situation, et c'est dans l'intérêt de personne. Ensuite, au-delà, pour la région même, ce conflit alimente des tensions au niveau régional, et tout particulièrement pour deux partenaires essentiels de la France, le Maroc et l'Algérie, et on le voit depuis aussi des décennies. Ces tensions, elles sont un obstacle majeur à la stabilité, à l'intégration politique, économique, commerciale du Maghreb. Je vous fais pas un dessin avec un certain nombre d'initiatives qui désormais sont lointaines. Et pour avoir une perspective de résolution du conflit, on a un cadre juridique qui est bien connu. Vous le savez, le Sahara occidental, il est inscrit sur la liste des territoires non autonomes établis par l'Assemblée générale de l'ONU sur la base de l'article 73 de la charte depuis 1963. C'est inscrit. Le Conseil de sécurité des Nations unies lui-même a approuvé un plan de règlement du conflit en 1990 par la résolution 658. C'est d'ailleurs à ce moment-là, un an plus tard, que a été créée la MINURSO, la Mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental, dont le mandat est régulièrement prolongé par le Conseil de sécurité. Il l'a été d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, c'était le 30 octobre 2021. Et d'ailleurs, le rôle de cette mission des Nations Unies est vraiment primordial pour le respect des accords de cessez-le-feu, pour la stabilité de la région
et elle contribue aussi à créer les conditions nécessaires à la reprise du processus politique. Et donc, en reprenant les différentes résolutions, 1988, 1990, y compris la dernière d'octobre 2021 qui reconduit la MINURSO, ces résolutions, elles indiquent clairement les paramètres de résolution du conflit et le cadre juridique qui est ainsi posé, dressé. La France, comme l'Union européenne, s'y conforme. On réaffirme de façon constante notre attachement au règlement du différend au Sahara occidental et nous soutenons pleinement les efforts accomplis par le secrétaire général des Nations Unies, son envoyé personnel, désormais Staffan de Mistura, en vue d'aider les parties à parvenir à une solution politique, je le disais, je le redis, qui soit juste, qui soit durable, qui soit mutuellement acceptable. Et donc, dans ce cadre, la France, comme l'Union européenne, veille à ce que les relations avec le Maroc s'inscrivent pleinement dans le cadre du droit international, du droit européen, tel qu'interprété par les juridictions compétentes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'UE et le Maroc ont renégocié 2 accords internationaux qui les liaient, vous le savez, le volet commercial de leur accord d'association, leur accord de pêche, pour tirer les conséquences des arrêts rendus par la CJUE, c'était en 2016, en 2018, et préciser ainsi le cadre et les conditions d'application de ces accords au Sahara occidental ou aux produits qui en sont originaires. Ces nouveaux accords, ils considèrent, conformément aux arrêts de la Cour, le Sahara occidental comme un territoire distinct du Royaume du Maroc. Alors, comme vous le savez, dans 2 arrêts rendus, c'était fin septembre dernier, le 29, je crois, le tribunal de l'Union européenne a, en première instance, annulé les décisions du Conseil de l'Union européenne, autorisant la conclusion de ces accords. Toutefois, il y a eu un pourvoi dans la Cour de justice qui devra se prononcer de façon définitive sur cette question. Et pendant la durée de cette procédure, eh bien, les accords restent pleinement en vigueur. Et nous sommes convaincus, la France, que ces textes, ils respectent le droit international et européen, qui sont conformes au principe fondamental de la primauté des intérêts des habitants des territoires non autonomes, ainsi qu'à l'obligation de favoriser leur prospérité. Et d'ailleurs, on va s'attacher à le souligner auprès de la Cour de justice, dont nous respecterons bien évidemment scrupuleusement la décision finale. Alors, au-delà de ces aspects juridiques, mais c'est important, c'est quand même le fondement, la France, elle joue aussi un rôle actif sur le plan politique pour appeler les différentes parties prenantes à favoriser l'apaisement, la préservation du cessez-le-feu, à s'engager pleinement dans le processus politique. Je le disais, soutien total à l'action du nouvel envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Je pense que cette nomination, celle de Staffan de Mistura, qui a pris officiellement ses fonctions, c'était début novembre, elle doit permettre de relancer le processus politique conforme aux résolutions du Conseil de sécurité. La France, elle considère que le plan d'autonomie qui était présenté par le Maroc en 2007, et je ne vais pas refaire l'historique, vous vous souvenez, plan Baker 1, plan Baker 2, eh bien, c'est une base sérieuse, crédible de discussion pour la reprise du dialogue, d'une solution négociée. Et puis, au-delà de la question politique, il y a aussi, et elle est pleinement politique, vous allez me dire aussi, c'est la question du respect des droits de l'homme et des réfugiés sahraouis. Et là, il est très clair que le respect du droit international, la défense, la promotion des droits de l'homme, c'est aussi une priorité de notre action diplomatique dans cette région comme partout dans le monde. Et on assure un suivi attentif du respect de ces droits de l'homme dans le monde entier. Bien sûr, dans le respect de la souveraineté des États concernés, mais le dialogue, il est à chaque fois dense, parfois intense. Et la France entretient un dialogue de confiance, étroit, régulier, avec les autorités marocaines. Et la question du Sahara occidental, vous savez, elle est également suivie au Conseil des droits de l'homme. Et aux côtés de ses partenaires, la France, elle appelle tous les États, y compris le Maroc, à respecter les engagements internationaux en matière de droits de l'homme, qu'ils ont d'ailleurs librement souscrits. Et s'agissant de la dimension humanitaire, je veux dire que notre ambassade en Algérie entretient un dialogue régulier avec les autorités algériennes sur la question des camps de réfugiés près de Tindouf. Elle effectue également régulièrement des visites au sein de ces camps. Il soutient l'action du HCR, notamment financièrement. Ainsi, en 2021, nous avons versé une contribution de 250 000 euros. Et puis, la France contribue aussi aux activités humanitaires du PAM, le Programme alimentaire mondial, à Tindouf,
en faveur de projets pour l'alimentation scolaire. Donc, voilà, je redis ici l'engagement déterminé de la France à faire prévaloir le droit international partout dans le monde, y compris au Sahara occidental naturellement. La France, elle continuera donc de soutenir activement un processus en vue d'aboutir à une solution politique, je le redis encore, juste, durable, mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. On restera naturellement en contact étroit avec les partenaires régionaux pour favoriser la désescalade, la reprise du processus politique, et nous continuerons à nous montrer actifs au Conseil de sécurité et en soutien aux efforts des Nations Unies. Voilà quels étaient les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance de votre Assemblée en ouverture de ce débat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est limitée à 2 minutes, sans droit de réplique. La parole est à Monsieur Jean-Paul Lecoq, au nom du groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente. 2 minutes pour contredire un petit peu notre ministre, parce qu'il a dit tout et son contraire dans son intervention. J'ai beaucoup apprécié la première partie de l'intervention, respect du droit international, et c'est bien qu'un ministre des Affaires étrangères ou son représentant nous dise ça. Mais après, vous démontrez que vous ne le respectez pas, et c'est bien, c'est de la même bouche. Donc vous-même, vous dites que on veut le respect des résolutions des Nations Unies, et en même temps, le plan de paix, l'autonomie, ça nous va bien, et on veut discuter là-dessus. Ben non, discutons des résolutions des Nations Unies, de la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies, pas de la position marocaine. L'idée, quand on fait du droit international, le respect du droit international, c'est que les deux parties soient d'accord. Sur l'autonomie, le Front Polisario, qui est reconnu comme étant le représentant du peuple sahraoui par les Nations Unies, n'est pas d'accord avec ce plan-là. Donc ça peut pas être... Vous ne pouvez pas dire l'un et l'autre. Comme c'est le représentant, quand vous parlez des résolutions ou des décisions de justice européenne, vous dites on veut le bien-être du peuple sahraoui dans les territoires occupés, des gens qui vivent dans les territoires occupés. Bah, demandez l'avis au Front Polisario, parce que c'est lui seul qui, en droit international, puisqu'on est là pour parler de droit international, en droit international, c'est lui seul qui est le représentant du peuple sahraoui, qui peut donner l'autorisation d'exploiter des richesses au Sahara occidental, et qui peut donner l'autorisation de faire des accords, voire faire les accords lui-même avec l'Union européenne, et personne d'autre en droit. Démontrer en droit en quoi c'est pas ça. Et donc ça pose toutes ces questions-là. Ensuite, pourquoi on a mis à l'ordre du jour cette question? C'est l'attitude de la France. On pense que la France, et le groupe GDR depuis longtemps, depuis près de 30 ans, pense que la France a la clé de la paix dans cette région du monde. Et on voit bien que le cessez-le-feu a été annulé à cause justement de ce non-règlement. 30 ans d'inaction diplomatique, de stand-by, si je veux prendre un mot franglais, qui fait qu'on n'a pas utilisé ce temps de cessez-le-feu pour faire la paix durable et définitive. Et on voit le résultat. Et vous le dites vous-même, ça peut enflammer toute la région. La France n'a aucun intérêt à cela. Merci, et je termine, Madame la Présidente. Une petite. Vous avez été bienveillante la première partie. Permettez-moi. C'est un tout petit mot. C'est concernant les prisonniers politiques et concernant Nama Asfari et notre concitoyenne Claude Mangin. Elle s'est adressée maintes fois au Quai d'Orsay. Elle n'a pas eu le retour qu'une citoyenne française mérite ces dernières années par rapport au droit de visite, au respect du droit humain. Elle nous en a témoigné tout à l'heure, et j'aimerais connaître l'attitude future du Quai d'Orsay, à la fois à son égard et à la fois aux représentants du Front Polisario en France, puisque Paris est la seule capitale d'Europe, aujourd'hui Paris préside l'Europe, la seule capitale d'Europe à ne pas traiter le représentant du Front Polisario comme il le doit. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Écoutez, sur le droit international, les choses sont claires. En tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre permanent, nous ne ménageons aucun effort, au contraire, pour justement favoriser l'atteinte de solutions. Très clairement, je l'ai montré sur de nombreux dossiers, et celui-là n'y échappe pas. Je veux dire, vous savez, vous dites, OK, l'attitude de la France depuis 30 ans. Nous, on est comptable des 5 dernières années. Si vous faites référence à ces 3 décennies, et on peut prendre de nombreux autres différents dans le monde, s'il n'y a pas eu de résolution depuis plusieurs décennies, on ne peut pas dire que ce soit à cause
d'un manque de bonne volonté, justement, d'États extérieurs qui souhaitent favoriser la résolution du conflit. Mais il y a un moment, encore faut-il qu'il y ait des volontés locales qui se retrouvent. Et c'est pour ça qu'on appelle, naturellement, au fait que le dialogue puisse se faire, et encore une fois, qu'on appuie tous les efforts de l'envoyé spécial des Nations Unies, du secrétaire général des Nations Unies. Et s'agissant de notre compatriote, Claude Mangin-Asfari, qui a témoigné, je crois, précédemment, vous savez combien le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, je veux dire, a suivi et continue de suivre la situation qui est la sienne. Jean-Yves Le Drian, je crois pouvoir le dire sans être démenti, a été en appui pour faire en sorte, faciliter justement des demandes qui ont pu être faites. Et voilà, une visite a pu être faite effectivement en janvier 2019. Et cela étant, vous savez ce que c'est, hein, l'admission sur un territoire, c'est la souveraineté d'un État. Et puis j'ajoute que aujourd'hui, hélas, de façon générale, vous le savez, la pandémie a fait que, y compris des Français établis au Maroc, voilà, pour circuler hors du Maroc, c'est pas simple parce que les frontières, effectivement, ont été, les liaisons aériennes, maritimes, sont très entravées, et donc ça touche d'ailleurs énormément de nos compatriotes. Mais je veux dire que naturellement, sur le sujet que vous avez évoqué, de Claude Mangin, nous continuerons à l'évoquer avec les autorités marocaines. Voilà quelques éléments, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jacques Maire, au nom du groupe La République En Marche. Merci, Madame la Présidente. Comme Jean-Paul Lecoq, dont je remercie d'ailleurs d'avoir pris l'initiative de pouvoir adresser cette question de façon profonde, j'aimerais avoir 3 minutes comme il l'a eu, parce que je pense qu'avec ce sujet, avec l'audience qu'a ce débat, y compris dans ces pays, avec le nombre que nous sommes et avec l'heure dont nous disposons, nous avons le droit d'avoir 3 minutes pour ce débat, si vous le permettez. D'abord, je pense qu'il y a effectivement une situation et un paradoxe pour nous. Le Maroc est un pays ami, un partenaire exceptionnel, avec une sensibilité très forte, et nous avons une coopération dans tous les domaines qui est absolument sans égale. Et de l'autre, nous avons sur ce territoire du Maroc et du Sahara un conflit gelé. Un conflit gelé depuis une trentaine d'années, et qui est sans situation, avec une population ghettoisée, qui d'ailleurs ne se porte pas beaucoup mieux de part et d'autre de la frontière, et qui n'a pas d'avenir en termes d'emploi, en termes économiques, pas de perspective, qui donne en fait l'ouverture à tous les comportements, toutes les déviances, toutes les difficultés en matière de trafic, en matière de drogue, en matière, je dirais, de risque de criminalité et de radicalisation. Bref, on a tous les éléments à peu près similaires à ce qu'on pourrait appeler une forme de Gaza locale. Sur ce plan, les perspectives de règlement ne s'éclairent pas, et je dois dire que, les décisions unilatérales qui ont été prises par les États-Unis n'ont pas eu l'effet escompté d'entraînement sur les pays européens. Et ce que vient de faire la Cour de justice rappelle que on ne peut pas régler ce problème par des décisions juridiques unilatérales. Par ailleurs, on voit quand même que la situation est de plus en plus difficile au plan multilatéral. La façon dont le mandat pour la MINURSO a été renouvelé a été beaucoup moins consensuelle que par le passé. Et donc, de part et d'autre, le conflit se renforce. C'est donc pas une option de considérer que la situation peut être une situation stabilisée. Je pense qu'en particulier, la France, qui est amie de ce pays, a effectivement un rôle à jouer. Et la question que je voudrais poser, elle est dans ce contexte particulièrement délicat, qui est l'augmentation de la rivalité et de l'affrontement entre l'Algérie d'un côté et le Maroc de l'autre. J'ai l'impression, et nous avons tous l'impression, que dans l'agenda des différents bilatéraux, tout en haut, il y a évidemment le Sahara dont nous avons parlé, mais il y a aussi les accords d'Abraham, il y a
je dirais, une montée sur la question palestinienne. Il y a tous les ingrédients de quelque chose qui est un peu paradoxal. C'est les accords d'Abraham ont plutôt apporté un peu de baisse de tension en Méditerranée orientale. Elles augmentent la tension en Méditerranée occidentale. Par rapport à cela, et pour terminer, la France a été un acteur inlassable de l'Union du Maghreb, du dialogue à 5+5. Elle s'est toujours impliquée de façon massive pour coopérer et faire coopérer les rives et les pays de la Méditerranée occidentale. Dans ce contexte, que peut-on faire? On ne peut pas ne rien faire. Merci. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Jacques Maire évoque l'engagement résolu de la France, justement, pour faire en sorte que ce dialogue entre les deux rives se fasse. Et c'est vrai qu'il y a d'ailleurs eu ce sommet des deux rives. On le fait au niveau des sociétés civiles. C'est un souhait du Président de la République aussi, parce qu'on voit bien qu'au niveau parfois politique, institutionnel, il peut y avoir des complexités. Et ce qu'on veut, c'est arriver à les subsumer, si je puis dire, pour faire en sorte que parties prenantes aussi, les jeunesses puissent se parler, dialoguer, échafauder des projets communs. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une ambition intacte du côté de la France sur ce processus euro-méditerranéen. Après, s'agissant du conflit en lui-même, naturellement, nous apportons encore une fois notre meilleur soutien aux actions, aux initiatives qui peuvent être mises en place par Staffan de Mistura. On le voit, il y avait eu à un moment 2017-18, on voyait des éléments qui pouvaient être porteurs d'espérance, et puis on a vu 2019, 2020, 2021, hélas, plutôt un regain des tensions, et donc encore une fois, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut justement que ça passe par le dialogue politique, par le fait d'arriver à progresser en prenant en compte des paramètres qui sont connus de tous, qui sont sur la table. Et d'ailleurs, je vais apporter aussi, puisqu'il y a également une prise de parole précédente de M. Lecoq qui considérait que la position française, considérant le plan de 2007 comme une base sérieuse, était en contradiction avec le droit international. Non. Je rappelle que la résolution, d'ailleurs, du 30 octobre 2021, elle précise bien, elle prend, je la lis, elle prend note de la proposition marocaine présentée le 11 avril 2007 au secrétaire général, et justement, là j'ai la version anglaise, mais welcoming serious and credible Moroccan effort to move the process forward towards resolution. Donc on voit bien que, vous voyez, le droit international, puisqu'une résolution du Conseil de sécurité, c'est du droit international, elle y fait référence. Et donc il n'y a pas de contradiction. Au contraire, ce que j'ai énoncé, partie 1 et partie 2, va dans le même sens et la même cohérence. Et donc, pour répondre à Jacques Maire, eh bien, nous serons constants dans cet engagement, dans le plein respect et dans la volonté de faire en sorte que ce droit international eh bien, puisse justement déboucher sur un dialogue et surtout, encore une fois, eh bien, des éléments qui soient mutuellement acceptables. Ça peut être que ça, les bases, naturellement, d'une solution. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, la parole est à Monsieur François-Michel Lambert, au nom du groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente. Nous avons donc un sujet sur le respect du droit international. Je pourrais aborder la question du Sahara occidental, mais Monsieur le Ministre, permettez-moi d'aborder la question de Cuba. Cuba est une île qui subit depuis 60 ans maintenant un embargo qui a été durci très fortement depuis 1996 et plus encore sous Donald Trump. Je rappelle que Donald Trump a pris 243 mesures dans le cadre de lois extraterritoriales contre l'île de Cuba. 243 mesures, c'est une tous les 3 jours de son mandat. Donc ça s'appelle de l'acharnement. Joe Biden, qui est donc en responsabilité depuis bientôt 1 an, n'a levé aucune de ces mesures, bien au contraire. Ces mesures aujourd'hui
font que tout à la fois l'île de Cuba se retrouve privée d'énormément de ressources. L'île de Cuba n'a plus accès même au financement. Vous le savez très bien, Monsieur le Ministre, pour avoir participé maintes fois à des négociations, et je rappelle le soutien de la France initié sous la précédente présidence par le président François Hollande et les accords du Club de Paris du 12 décembre 2015. Aujourd'hui, Cuba subit de plus en plus ces contraintes. Je pourrais exprimer l'absolue nécessité de lever cet embargo. Blocus, el bloqueo en espagnol, donc pour dire vraiment ce que c'est comme terme. L'accès à l'alimentation, à la santé, tout ceci est bloqué. Même l'aide humanitaire internationale ne peut pas arriver à Cuba. Voilà la réalité. D'un autre côté, ces lois extraterritoriales viennent impacter nos entreprises. Nous sommes à 30 milliards, selon le rapport de notre collègue Raphaël Gauvain, sur ce point. 30 milliards d'euros perdus du fait des lois extraterritoriales pour nos entreprises, 100 milliards si on compte les non-réalisations. Donc nous voyons combien ça coûte et ça pèse dans le budget de la nation, dans le budget de nos entreprises, dans le budget de nos concitoyens. Comment la France compte agir, qui plus est, et j'en finirai là, qui plus est dans cette pandémie où le blocus américain empêche Cuba de déployer ses vaccins, et qui ne peut donc pas les produire à la hauteur de ce qui pourrait les produire, et donc de nous aider collectivement, l'humanité, à sortir de cette pandémie. Il n'est plus acceptable que la France et l'Europe, maintenant que la France préside l'Europe, ne soient pas à la hauteur face à des Américains qui ne sont que dans leur intérêt et pas dans un intérêt commun, à commencer par celui de l'amitié entre les peuples. 11 millions de Cubains sont en forte souffrance du fait d'une idéologie américaine que nous ne pouvons cautionner. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le député François-Michel Lambert sait, je crois, combien la France, elle veille justement à préserver un dialogue, une relation justement dense avec Cuba. J'ai eu l'occasion de tenir à plusieurs reprises, d'ailleurs, des commissions mixtes, et avec Rodrigo Malmirca notamment. Et je veux dire d'ailleurs, parce que tout ça est parti, vous évoquez les lois extraterritoriales, on a en tête la loi Helms-Burton notamment, le fait que l'Union européenne doit aussi muscler son jeu sur la réponse à ces lois extraterritoriales. Et c'est notre ambition, dans le cadre d'ailleurs de cette présidence française de l'Union européenne. Et donc on a pris un certain nombre de dispositions nationales, mais également européennes, pour faire en sorte de mieux protéger nos intérêts, nos entreprises. Et les 6 prochains mois seront l'occasion aussi, sur la base de propositions de la Commission, de continuer à rendre encore plus opérationnel un certain nombre de contre-mesures. Parce qu'effectivement, ces lois extraterritoriales, eh bien, elles ne sont pas bienvenues, et on sait quel impact elles ont lorsqu'il faut aller... pour telle ou telle entreprise, courber les chines devant l'OFAC pour obtenir telle ou telle autorisation. Et donc, je veux le dire, c'est d'ailleurs dans notre ambition politique de cette présidence française d'avoir des éléments juridiques encore plus forts dans le droit européen, et ainsi, je dirais, faire en sorte que ces mesures iniques, eh bien, soient peut-être moins nombreuses à l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Le débat est clos. Le débat suivant aura lieu dans l'hémicycle. Nous nous y retrouverons dans 15 minutes. La séance est suspendue.